Bonjour le monde, voici Elfman de la chaîne Creative Classes pour cette vidéo qui va porter sur notre animal emblème, le chat. Le chat est un animal solitaire et indépendant, mais pour celui qui a un chat, il sait qu'il peut se montrer très attachant et très affectueux envers ses maîtres. Le chat, comme tous les animaux, a une histoire teintée de mythes et de légendes. C'est cette histoire que je vais vous conter. Et avant de commencer, je tiens à m'excuser pour tous les termes que je risque de massacrer dans cette vidéo. Commençons par ses origines. Le chat domestique, Felis sylvestris catus, appartient au genre Felis depuis sa première description par le naturaliste Carl Linné en 1758 en tant que Felis catus dans la troisième édition de Systematoroi, donc c'est sa classification des espèces. Mais sa position dans la classification des êtres vivants a fortement varié. Le chat domestique a pris tantôt le statut d'espèce, tantôt le statut de sous-espèce du chat sauvage, Felis sylvestris. Il y a de nombreux synonymes, de l'un ou l'autre des termes ont existé. Donc aujourd'hui, on pense que c'est plutôt une sous-espèce un peu évoluée du chat sauvage, dont le nom trinominal Felis silvestris catus. Un fait remarquable est que le chat domestique garde la mémoire de son histoire sauvage. S'il dort au minimum 16 heures sur 24, et parfois c'est même beaucoup plus, c'est ni par paresse, ni par faiblesse. Il pourra toujours en pleine forme si on l'attaque, en se réveillant une fraction de seconde. Et ça paraît qu'on a un chat, hein, je sais qu'il peut se réveiller et bondir pour un rien, donc c'est pas parce qu'il dort qu'il dort, en fait, qui se repose. S'il recourt ses excréments de litière ou de litière, c'est non par souci de propreté, même si c'est aussi le cas. Mais c'est pour dissimuler cette race à l'hymne ancestral. Donc ça peut être des gros rongeurs, ça peut être des chiens, ça peut être des serpents. Il aurait son poil pour paraître plus gros que nature face aux autres félins ou aux prédateurs supérieurs en poids. Et ça, c'est vrai, quand on voit un chat qui est en colère, il va se mettre en arrière, gronder, paraître plus gros qu'il l'est. Et il rêve en grondant, vibrant de tout son être pour un signal de chasse et de combat préhistorique. L'origine des félins remonte à 10,8 millions d'années, donc c'est quand même beaucoup. Les premiers félidés modernes sont apparus vers 10 millions d'années. Et la lignée des petits et grands félins apparaît il y a 5 millions d'années. Donc ça fait quand même pas mal dans l'histoire de l'évolution de la Terre, hein, par rapport à d'autres espèces. Originaire d'Asie, les félins se dispersent dans le monde entier au plus haut Pléistocène, donc c'est l'époque qui a commencé il y a 5 millions d'années et qui continue aujourd'hui. Excepté en Australie et à Madagascar où il a émigré avec l'homme en fait. Parce que le chat ne sait pas nager, donc forcément il lui fallait un bateau pour traverser. En 2006, des travaux effectués pour ces chromosomes sexuels et l'ADN mitochondrial. Donc l'ADN mitochondrial, c'est l'ADN de la mère qui est présent dans les cellules de toutes les espèces de félins. Conjugués à des recherches paléontologiques, on révèle que l'étude du chat domestique, donc Felis catus, avait vraisemblablement divergé il y a 3,4 millions d'années au Pliocène, dans les déserts et les forêts denses du bassin méditerranéen. Donc on pense que le chat viendrait, c'est pas forcément d'Égypte, mais des déserts autour de la Méditerranée en fait. En 2007, une autre étude moléculaire menée sur 979 individus de chats des sables, donc c'est des chats sauvages. Les chats sauvages de différentes espèces dans le chat domestique a permis de montrer les liens proches entre le chat ganté, donc c'est un autre espèce de chat sauvage qui est présente surtout en Afrique. Donc son nom scientifique c'est Felis silvestris silvica, et le chat domestique. Ceci aurait divergé il y a environ 50 000 ans, donc le chat est quand même un animal relativement jeune quand on voit par rapport par exemple à l'homme. Donc on va voir maintenant. À titre de comparaison, la famille des homininés aurait divergé de celle des gibbons, donc c'est des zygobatidae, il y a quelques 20 millions d'années. Puis la sous-famille des homininés aurait divergé de celle des ponginés, donc celle des orang-outans, il y a 15 millions d'années. Et enfin, Homo sapiens, c'est-à-dire nous-mêmes, est apparu il y a à peine 200 000 ans. Donc ça fait quand même relativement récemment et un peu plus que le chat. On voit que les humains sont là depuis pas mal de temps. L'homme et le chat vont se rencontrer vers 6500 avant Jésus-Christ. C'est l'époque où où les personnes ont délaissé petit à petit la chasse et la cueillette pour se consacrer à l'agriculture et comme on va le voir, le chat s'est révélé être un allié extrêmement efficace. Et donc commence alors l'âge du chat domestique. L'étude menée par Skadrosy Scholl en 2000 sur l'ADN
mondial des chats afin de déterminer le régime probable du chat domestique. C'est un croisement fertile, donc c'est en Arabie. C'est vers l'Iran, vers l'Irak, dans ces régions-là. Entre le Tigre et l'Euphrate, plus précisément. Que le félin et l'homme renouent contact. La mise en évidence des 5 lignées maternelles des chats domestiques actuels suggère que 5 domestications différentes de Felis silvestris libica, donc le chat des sables, enfin le chat ganté, pardon, eurent lieu il y a 8 à 10 000 ans. Donc ça fait quand même un paquet d'années que le chat et l'homme se côtoient. Les premiers fermiers, en stockant leur récolte, ont véritablement racheté les rongeurs. Le chat a alors très rapidement identifié sur un épisode de points. Et les rongeurs qui c'est autour des récoltes, donc forcément ça fait à manger pour relativement peu de chasse. Il est probable que les félins curieux et peu craintifs soient installés à proximité des villages primitifs, tirant parti de la manne de souris et de petits rats qui rôdaient autour des récoltes. Ces intérêts convergents ont sans doute motivé l'instauration d'une relation de bande de voisinage avec l'homme, l'homo sapiens, sûrement ses enfants, a sans aucun doute recueilli un jour un chaton orphelin, initialisant ainsi un processus d'apprivoisement. Donc l'apprivoisement, c'est l'habituation d'un animal sauvage au contact de l'homme. Cette théorie a été étayée par des peintures murales des tombes égyptiennes. En 1984, une mandibule de chat a été découverte sur des fouilles dans le village néolithique de Kirokitia, sur l'île de Chypre. Comme nous le savons tous, les chats ne sont pas particulièrement attirés par la natation hors Chypre est une île, donc on peut penser que le chat a été amené par les colons qui sont venus s'installer sur l'île. La découverte plus récente en 2004 du squelette d'un chaton de 8 mois, enterré aux côtés d'un jeune adulte à Chirouloukambos, donc toujours en Chypre, permet de conclure que dès 7500 ans de notre ère, le chat a reconquis le corps des hommes. Les restes du chaton présentent une morphologie très proche du chat sauvage d'Afrique, donc c'est un chat sauvage, donc c'est un chat qui n'était pas encore tout à fait domestiqué, sans les modifications du squelette liées à la nidification. Donc comme j'ai dit, il s'agit d'un chat sauvage plutôt que domestiqué. La première vraie étape de domestication remontera au 4e millénaire en Jésus-Christ. Elle concerne le chat sauvage d'Afrique, donc toujours Felis silvestris libica, cousin de l'abyssin actuel. C'est un parfait chasseur en tenue de camouflage, donc dans les tons, si je dis pas de bêtises, l'abyssin, oui, c'est des tons bruns, des tons beige brun, donc il se camoufle dans les roches et dans le désert. Il grand matin et petit rongeur. Maintenant, on va passer à l'histoire de la domestication du chat. Avant de devenir un animal de compagnie apprécié pour sa douceur, sa grâce et sa nonchalance, le chat est avant tout un animal, comme on l'a vu, protecteur des stocks agricoles, comme le montre le village agricole de Quanshun en Chine, où des vestiges de chats datés de 5560 à 5280 avant Jésus-Christ, dont l'analyse isotopique, donc c'est l'analyse moléculaire, indique qu'ils se nourrissaient de rongeurs de millet. Donc un peu de céréales et beaucoup de viande surtout. En chassant les petits rongeurs, ils protègent les silos à grains où les anciens Égyptiens reposaient leurs récoltes, notamment le blé, ressource vitale pour ce peuple d'agriculteurs. En chassant les rats, le chat élimine un vecteur de maladies graves comme la peste. Et enfin, en chassant les serpents, notamment les vivípares à cornes, il se rend plus sûr des alentours des foyers proches de l'abri où il établit son territoire. Selon les scientifiques et les historiens, les chats sauvages africains ont commencé à s'approcher des entrepôts de grains égyptiens le long de la rive du Nil, attirés par les souris et les rats qui s'y trouvaient. Les chats éliminent les rongeurs, les populations ont commencé à les apprécier et les gens très utiles. Comme il y avait peu de prédateurs dans ces régions, parce que c'est des régions désertiques, semi-arides, donc il y a peu d'animaux, il y a pas des furets, il n'y a pas des belettes qu'on peut avoir comme par exemple en Europe, donc il y avait moins de concurrence alimentaire pour les chats, donc ils ont pu se développer très rapidement de manière prolifique du côté des hommes. Et donc j'ai porté de nombreux petits chatons attachants en se rendu à travers les populations. Et ça commençait, les chats. Les chatons sont quand même très mignons, donc on peut vite craquer. Très vite, les hommes ont emmené chez eux ces petits chatons pour en prendre soin et n'ont pas tardé à les adopter. La relation très affectueuse entre l'homme et le chat a commencé alors à se renforcer, surtout une relation très tôt, entre âge de 2 à 8 semaines. Donc c'est là qu'ils commencent à être sevrés, on peut commencer à les séparer de leur mère. Mais maintenant, on sait que c'est pas avant bien
bien 2-3 mois qu'il faut attendre, vraiment attendre, qu'il ça se devrait avant de pouvoir le domestiquer, avant de pouvoir le séparer de sa mère complètement. Il y avait donc toutes les chances que le chaton, une fois à l'âge adulte, reste auprès des hommes. Les Égyptiens de l'Antiquité nommaient le chat par le nomotype Miou, dont la transcription est Miou, donc M-I-W, pardon, au masculin et Miout, M-I-W-T au féminin. La première consécration pour le chat interviendra lorsque la déesse Bastet, symbole de la fécondité et la beauté, fut représentée avec une tête de chat, ou voire carrément par un chat. La déesse, pardon, symbolisait la lumière, la chaleur, l'énergie solaire, mais aussi ses traits félins, représentait le mystère, la nuit et la lune. De plus, on pensait qu'elle aidait à la fécondité des âmes des animaux, soignait les maladies et veillait sur les âmes des morts. Donc c'est quand même des vases assez protectrices, assez prisées, j'imagine, par les Égyptiens. Donc, on peut comprendre que l'œil du pharaon a exposé une protection rigoureuse des chats. Quiconque tuait un de ces petits félins, donc qui était divinisé, risquait la peine de mort, comme en témoigne les esprits de Diodorus Siculus, ou Diodore de Sicile en français, un historien grec, auteur de la première histoire universelle. On raconte un dignitaire romain qui tua accidentellement un chat. Mon enquête de se faire lyncher par la population malgré les pas locales du pharaon, désirant surtout que Rome n'intervienne pas sur le territoire. Les chats étaient si protégés que lorsque quelqu'un passait près d'un chat gravement blessé, il quittait rapidement les lieux de crainte d'être incriminé. Après sa mort, le chat était alors momifié pour être inhumé, souvent dans des tombeaux énormes, où il y a des dizaines de milliers d'autres chats. Donc c'est quand même une extinction assez importante parce que le processus de momification prend quand même plusieurs jours à plusieurs semaines. Donc c'est quand même un culte assez développé. Les maîtres étaient en deuil lorsqu'un miou mourait, les chats étaient embaumés et placés dans un cercueil en bois. Selon la légende, les Égyptiens refusaient que les requêtes pressantes des Grecs de faire commerce des chats, qui étaient considérés comme des dieux. Les Grecs alors décidèrent de voler les chats et les récupérèrent 6 couples au moins et les ramenèrent en Grèce autour de l'an 900 Jésus-Christ. Et quelques mois plus tard, les premiers avortaient naissaient. Puis quelques années après, les éleveurs furent en mesure de vendre les chats aux Romains, aux Gaulois et aux autres Celtes. Et donc l'espèce se répandit peu à peu dans tous les pays méditerranéens, surtout par le commerce et puis par les échanges de population, avant de coloniser le reste de l'Europe et du monde antique, essentiellement par voie maritime et fluviale, essentiellement par le commerce. En Grèce, avant l'arrivée du chat, la fune, la belette et le furet jouent le rôle de dératiseurs à protéger les récoltes. Donc, oui, c'est toujours aujourd'hui dans les campagnes, les gens ont des funes, ont des belettes aussi, pas forcément des chats. L'accueil du chat fut plutôt mitigé. Sans les adorer comme les Égyptiens, les Grecs adorèrent l'animal, reconnaissant son nom de chasseur, mais aussi qu'il est nettement plus agréable à vivre, car plus beau, plus raffiné, plus docile, propre, parce que le chat se lave souvent, et donc moins malodorant que les furets et les funes. La Rome antique assimila par contre le chat en tant qu'animal de compagnie et comme chasseur de rats. Seules les riches familles romaines possédaient un chat au départ, parce que j'imagine que le chat devait être relativement prisé, donc assez cher. Mais ce félin est un animal prolifique, tous les Romains purent peu à peu en avoir un. Le petit félin était particulièrement apprécié des soldats qui l'emmenaient avec eux pendant les campagnes. Oui, parce que c'est un animal très affectueux, qui est rattaché à son maître. Et puis aussi pour protéger le camp, comme on l'a vu, des menaces, des rongeurs, donc ça fait un animal aussi utile. Ces derniers laissèrent cependant quelques-uns de leurs chats en route, ce qui aida à la propagation de l'animal dans toute la Rome antique. Oui, parce qu'on sait que les armées romaines ont conquis une bonne partie de l'Europe, on peut imaginer que oui, le chat profitait. C'est répandu grâce aux conquêtes aussi romaines. Dans les îles britanniques, ce sont cependant les marchands phéniciens qui introduisirent le chat en l'échangeant contre un ennemi des cornouailles. Donc on voit une fois que le chat est un animal assez prisé, parce que pour échanger un chat contre du métal, c'est que le chat devait valoir beaucoup. L'Asie entreprend aussi de très bonnes relations commerciales avec l'Europe, oui, c'est la route de la soie était déjà en activité des temps des Romains. Le chat était alors ainsi échangé contre des fines soirées et arriva cette fois en Chine. Les premières traces de chat qu'on trouve en Chine datent de la dynastie des Han, environ 1000 ans avant Jésus-Christ, peu après l'Égypte antique. Donc j'imagine que c'est le chat domestique et non le chat sauvage comme on a vu plus tôt.
Initialement, les chats étaient offerts en cadeau d'empereur. Au fil des temps, la noblesse était autorisée à en posséder, puis le clergé enfin les gens du peuple. De nombreux chats sont croisés avec les chats sauvages locaux, démontrant certaines des races, notamment j'aime le siamois, qui ne connaissons aujourd'hui. L'animal fut accueilli avec chaleur pour sa beauté et son nom de souricier. Il devient alors un symbole de paix, de fortune et de sécurité de la famille. Toujours aujourd'hui, le chat est très bien considéré en Asie. Et quand on se balade dans les pays asiatiques, on voit beaucoup de statues de chats, des statues dans les magasins, dans les maisons, un peu comme porte-bonheur. Le chat c'était pas qu'un animal domestique réservé aux femmes. On lui prête le pouvoir d'attirer le mauvais sort et d'éloigner les démons de ces dieux brillants de la nuit. La divinité agresse Licho aurait dévoré le plan d'un chat. Le chat avait plutôt bonne réputation à l'époque du bas Moyen-Âge, surtout à la campagne, où les paysans l'appréciaient pour ses talents de chasseur, particulièrement les écuries d'entrepôt. Et malgré le jugement de l'Église, qui est considéré comme une créature démoniaque, oui, on va le voir que le chat n'a pas eu très bonne presse au Moyen-Âge à cause de l'Église. Les couvents et les monastères s'en servaient contre le rongeur. Malheureusement, le renouveau des cultes païens après la peste noire, la résurgence du culte de Freya, la déesse germaneuse scandinave de la fécondité, qui, je dis pas de bêtises, avait un traîneau tiré par des chats, le milieu du XIVe siècle provoqua la perte du chat qui fut désormais associé au culte infernaux, manifestement à cause de son adoration passive à la période des païens, oui, parce que j'imagine que les païens devaient, comme les Égyptiens, c'est peut-être pas forcément diviniser le chat, mais le vénérer pour ses talents de chasseur, pour sa grâce, pour sa beauté naturelle. Et donc surtout, la réflexion de la lumière dans ses yeux qui passait pour être les flammes de l'enfer. En 1484, le pape Innocent VII a décrété que tous les adorateurs de chats en Europe seraient brûlés comme des sorcières. Donc c'est quand même assez violent comme sanction. Il croyait que les sorcières vénéraient Satan et qu'elles prenaient la forme des accueillis des rapaces animales qui étaient plus souvent des chats. Leur d'habitude de rôder la nuit, oui, c'est ce que le chat est un animal semi-nocturne qui se déplace surtout à l'aube au crépuscule. Donc là, il fait nuit. En plus, vu que le chat voit très bien le soir, voit très bien dans l'obscurité, donc forcément, à l'époque, ça pouvait attirer des mauvais œils sur le chat. Et donc, un chat accompagné d'une vieille femme était aussitôt considéré comme le compagnon diabolique d'une sorcière. L'Inquisition, donc c'est le tribunal de l'église à l'époque, a ordonné la chasse à tous ceux qui possédaient des chats et les jugeaient en tant que sorcières. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les juifs étaient pas très bien vus, parce que les juifs avaient des chats, ce qui les protégeait notamment des maladies, notamment la peste, et ça n'a pas aidé, malheureusement, après la peste, pour l'image des juifs en Europe. Donc l'Inquisition a ordonné la chasse à tous ceux qui possédaient des chats et les jugeaient en tant que sorcières. Des centaines de chats de propriétaires des chats furent brûlés à mort. Cependant, la Renaissance, malgré un certain recours en grâce du chat, principalement, on peut s'en douter, par son action préventive contre les rongeurs, devront de récolte, il faudra notamment attendre 1648 pour que le roi Louis XIV, le grand amateur de chats, fasse interdire le bûcher pour les chats le soir de Saint-Jean, qui traduisait des traditions barbares et primaires. Oui, et c'est qu'après la Révolution française que les bûchers sont considérés unanimement comme une surrécision et des cruauté. Oui, c'est vrai. Les ravages de la peste noire auront aidé à la réhabilitation du chat, parce que les gens se sont rendus compte que quand il y avait des chats, il y avait une maladie, donc forcément ils ont fait le lien entre les chats et la sorte de maladie. On commence à le mentionner comme animal familier dans les textes à partir du XVIIe siècle. Et c'est finalement Louis Pasteur qui fait la base de le renouveau de l'affection à l'égard du chat, grâce à ses découvertes scientifiques au milieu du XIXe siècle et des explications de la nature et de la transmission des maladies par les microbes et non par les sorcières. Il montrait que le chat était un parfait exemple d'hygiène qui se lave jusqu'à 20 fois par jour. Ça, c'est vrai, quand on a un chat, on voit beaucoup qui se lave, qui s'entretient, qui passe ses pattes sur le corps pour se démêler. Et donc, encore une fois, les dents de souricier du félin commençaient à être appréciées et le premier félin vendu au Paraguay sera échangé contre un livre d'or en barre, donc encore une fois, contre une somme d'argent assez conséquente. Le chat prend leur service dans les magasins, les bureaux, les entrepôts, les fermes et les navires, et des compagnies d'assurance même jusqu'à exiger que des chats se présentent sur les cargos. Donc, comme on voit que le chat était quand même
très utile, notamment pour éviter que les rats portent des maladies sur les gros rentrages en bateau. Le monde artistique aidera lui aussi à la réputation du petit félin, particulièrement grâce au mouvement romantique. À l'époque victorienne, les chasses ont de nouveau été acceptées dans les foyers comme des compagnies, et à la fin du 19e siècle, les premières races pures, comme les chiens, d'ailleurs, donc les races de chiens ont aussi commencé à cette époque, étaient présentées dans les premières expositions de chats. En 1871, une grande exposition est organisée de Crystal Palace sur les British Shorthair et les chats persans, donc une espèce asiatique, une race entre guillemets asiatique et entre guillemets britannique. Et à la même époque, en Nouvelle-Angleterre, donc aux États-Unis, la race Maine Coon était présentée dans la première exposition des chats dans ce pays. Donc c'est la race de grands chats américains très longs, très trapus, qui bon, vous pouvez aimer, mais c'est assez particulier le Maine Coon. Le chat restera utilisé par cela dans tous les arts, que ce soit la musique, la peinture ou le cinéma. Si on trouve aujourd'hui certaines croyances, notamment les fameux chats noirs, et ces superstitions autour des chats et de leur caractère magnifique sont une dernière trace de peur et de méfiance issues des siècles passés. Et maintenant, dans le passé, aux différentes races de chats et à la classification des chats dans le monde. Le premier inventaire de races de chats est effectué par le naturaliste suédois Carl von Linné au XVIIIe siècle dans son Systema Naturae. Il distingue quatre grandes races félines: le chat domestique, Catus domesticus, le chat d'Espagne, ou chat d'Isabelle, Catus hispanicus, le chat de Chartreux, donc le chat bleu des Chartreux, Catus coelerus et le chat d'Angora, Catus angorensis. Buffon, contemporain de Linné, compte 6 races dans son histoire naturelle: le chat sauvage, le chat domestique qui a le lèvre et la plante des pieds noirs, le chat domestique qui a le lèvre vermeil, le chat domestique appelé chat d'Espagne, le chat domestique connu sous le nom de chat des Chartreux, et le chat domestique venu d'Andorra. Donc on compte environ une soixantaine de races de chats dans le monde, et le chiffre varie selon les différentes associations félines. Par exemple, le LOF français, donc c'est le livre d'origine français, reconnaît environ une cinquantaine de races. Pour qu'un chat soit reconnu comme un chat de race, il doit avoir un pédigré, donc sa carte d'identité. Un chat né de deux parents de race ne sera pas reconnu comme un chat de race s'il n'a pas de pédigré. On dit alors que c'est un chat de type, par exemple un chat de type siamois, ou d'apparence, par exemple un chat d'apparence mao-égyptien. Chaque pays possède un ou plusieurs organismes s'occupant de l'émission des pédigrés. En France, comme je dis, cet organisme s'appelle le LOF. Aux États-Unis, puis il y a plusieurs grandes associations. Il y a le TK, la CFA et l'ACFA. Il existe notamment également des associations internationales comme la FIFA. Ainsi, un chat né en France ne peut être considéré comme chat de race depuis la loi du 6 janvier 1999 que s'il possède un pédigré émis par l'île d'origine habilité par le ministère de l'Agriculture. Et actuellement, il y a seul le LOF peut offrir des pédigrés en France, que ses parents sont nés en France ou non. Pour qu'un chat né à l'étranger soit considéré en France comme de race, il est nécessaire que son pédigré soit édité par un organisme reconnu par le livre d'origine français officiel. Donc il faut que il faudra sortir du réseau du LOF en gros pour qu'un chat soit reconnu comme un chat de race en France. Comme les races et les croisements autorisés dans les différentes races peuvent être spécifiés d'un livre d'origine à l'autre, on peut croiser les chats de différentes races pour avoir des caractéristiques sociales, des caractéristiques physiques plus importantes, plus intéressantes pour les éleveurs ou pour les particuliers. Donc un chat d'origine étrangère peut être reconnu que dans un régime spécifique, le registre expérimental, ou RIEX. Un chat d'apparence peut être reconnu comme chat de race. Dans ce cas, il est inscrit dans le livre spécifique du livre d'origine, le registre d'apparence RIA. Les descendants d'un chat inscrit au RIA ou RIEX sont inscrits au même registre pendant 3 générations, mais c'est peut-être considéré comme chat de race à part entière. Donc on voit que c'est quand même beaucoup cadré et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et maintenant passons sur les 10 races de chats les plus chères au monde. Donc le premier c'est l'Ashera, donc 125 000 $, qui est un chat qui est commercialisé, enfin après est-ce que c'est vrai ou pas, uniquement par la société américaine, et qui est un croisement entre un chat serval africain et un chat domestique, donc qui est considéré comme hyper unique.
Ensuite, il y a le Savannah, pardon. Donc 7000 euros pour la deuxième génération et 2005, 3000 euros pour la cinquième génération. Et le Savannah est issu de la croisement de différentes espèces de chèvres domestiques à grosse acheté et de serval. Donc le serval, pareil, c'est un chat sauvage. Le premier Savannah et une semelle nommée Savannah. Il a été créé par l'éleveur Judy Frank le 7 avril 1986. Le Bengale. Donc il faut compter entre 1800 et 3000 euros pour un Bengale. Donc l'histoire du Bengale remonte en 1963 en Arizona. Parce que Jean Mill, ou Gene Mill j'imagine plutôt, jeune égyptienne passionnée de chats, revient une petite famille, une hybride comme Mekinkin. Pardon. À partir d'un mariage entre un chat léopard et un chat domestique. Quelques années plus tard, l'université de Davis propose à Jean 8 chats nés de ce même croisement. Ces 8 chats mariés principalement à des Mao égyptiens, des Abyssiniens et des Burmese fondèrent la race Bengale. En quatrième position, on a le Manx, entre 1200 et 1600 euros. Et de cela 3 siècles, une alimentation naturelle pour ses produits sur l'île de Man. Donc c'est une petite île située entre l'Angleterre et l'Irlande, et ses limitations génétiques révèlent le monde un chat hors norme, donc c'est le Manx, c'est un chat sans queue. Ensuite, il y a le Peterbald, donc entre environ 2000 euros. Récemment arrivé dans le Conseil des Nations phylotechniques, la Russie, si tu veux d'avoir une race féline. L'histoire du Peterbald commence en 1994 à Saint-Pétersbourg, sous l'impression d'Olga Sergeyevna, j'imagine, Mironova, avec l'union d'un Magdonskoï, un chat de race nu découvert, et sélectionné à Rostov sous le nom de la fin des années 80 et de chat oriental. Ensuite, on a le Sphinx, environ 1600 euros, donc tous les Sphinx aujourd'hui. Une série partie de chatons nus nés en 1966 à Toronto, au Canada. Le petit chat Pixie et Paloma furent emportés aux Pays-Bas par le docteur Yoko Hernandez qui est marié avec des Demon Rex derrière de lutin. Oui, les chats, les chats c'est des chats un peu bizarres, c'est des chats sans poils. Donc, on aime, une fois, on aime ou on n'aime pas. En septième position, il y a le Maine Coon, donc entre 1000 et 1500 euros. Et l'origine du Maine Coon rejoint le sillage des premiers bateaux de colons européens accostant sur les côtes américaines dans lesquels des chats voyageurs dans certains à poils longs. Ensuite, les chats, pris pour leur caractère, pour leur grand caractère, pour leur grande taille, et ça donne le Maine Coon. Donc en huitième position, on a le Scottish Fold, entre 1000 et 1400 euros. L'histoire des Scottish Fold et des Highlands commence par les années 60. William et Mary-Rose Berger remarquent une femme écossaise chatte aux oreilles pliées vers leur avant, appelée Suzy. En 1963, les Ross font l'acquisition de Snook, une femelle blanche, fille de Suzy, avec elle débute le programme d'élevage du Scottish Fold, donc c'est un des chats qui a des oreilles pliées, qui commence à marier les descendants de Suzy avec les Bussy sur Terre. Donc maintenant, on va voir le produit sur Terre. Quand entre 1700 et 1400 euros, quand en 1871 à Londres, une chatte British Shorthair bleu tabi, donc c'est bleu à taches, remporte la toute première acquisition féline. Ce n'est pas tant le travail des éleveurs qui ont pensé que là, la nature. Elle a fait façonner un chat parfaitement adapté aux ruches mâles et poules britanniques. Grâce à sa fourrure laineuse qui est incroyable. Oui, c'est un chat qui a une belle fourrure, qui a une fourrure assez dense, le British Shorthair. Et enfin, le Russian Blue, donc le nom l'indique, est bleu. Et donc l'origine du bleu russe sont incertaines et il faut compter entre environ 1100 euros. 1100 euros, pardon. Et c'est originaire du port d'Archangelsk, situé sur les rives de la mer Blanche en Russie occidentale, donc c'est au nord de la Russie. Avant d'être apporté en Angleterre au début du 19e siècle, il aurait été élevé et même piégé par sa fourrure si efficace contre le froid. Et enfin, pour finir, voici quelques chiffres sur les chats. Donc on compte environ 400 millions de chats dans le monde, et voici les 10 pays qui comptent, donc ça date un peu maintenant, qui ont le plus de chats. Donc les États-Unis avec 76,5 millions, la Chine avec 35 millions, la Russie avec 2,75 millions, le Brésil avec 2,5 millions, la France en cinquième avec 12 millions, l'Italie en sixième avec 9,5 millions, le Royaume-Uni avec 7,75 millions de chats, l'Allemagne aussi avec 7,75 millions de chats, l'Ukraine avec 7,5 millions de chats, et enfin le Japon, dixième, avec aussi 7,5 millions de chats. Et le chat en 2016, le plus âgé au monde, s'appelait Scooter, il avait 30 ans. J'espère que cette longue vidéo sur les chats vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de commenter, de partager, de mettre un petit pouce bleu.
Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir, à tous.